Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de mon ami Pat Côté. En forme? Yo! Très en forme, toi? Oh, t'as l'air prêt, j'adore. Oui, très en forme. On va parler au cours de la prochaine heure de tout ce qui se passe dans le monde des arts martiaux mixtes, comme d'habitude. Presque au mois de décembre, on est quoi, le 30 aujourd'hui? Mois de décembre qui arrive, donc signifie que 2021 tire à sa fin. Très belle année pour l'UFC. Il reste quoi? 3 galas à présenter, dont un gala télé à la carte dans 2 semaines. Mais aujourd'hui, on va se concentrer bien sûr sur le gala de cette fin de semaine, là. Rob Font contre José Aldo. On va analyser tout ça. On va mettre la table pour le gala de cette fin de semaine qui sera présenté à RDS. Mais tout d'abord, et on va aller tout de suite à notre invité, parce qu'on vous en parlait la semaine passée. Pat et moi, on en a parlé du gala Samouraï MMA qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et on parlait de Michael Dufort. Ça n'a pas été nécessairement comme lui l'avait anticipé. Puis on se posait la question, on se disait, bon, comment il va réagir, tout ça. Puis je voulais vraiment l'avoir en entrevue là, pour voir comment lui réagissait, tout ça. Et chose promise, chose due, on retrouve tout de suite Mick Dufort qui se joint à nous pour ce podcast aujourd'hui. Comment ça va, Mick? Salut, ouais, ça va très bien, vous autres? Ça va bien, merci. En fait, puis ça va être ça, ma première question. Ça fait quoi, une dizaine de jours, là? Samouraï, défaite crève-cœur contre Carl Pripolek. Tu me dis pas que ça va bien juste comme parure, là. Est-ce que ça va bien pour vrai? Non, ça va bien. Tu sais, je peux pas vivre fâché tout le temps éternellement. Tu sais, il y a une défaite, ça va me forcer à retourner au gym encore plus fort. Comme je l'ai dit à beaucoup de personnes, après le combat, j'étais déçu parce que je pensais avoir gagné. Puis je suis allé revoir le combat, puis là, je suis fâché parce que je le vois personnellement. Je pense en avoir fait assez pour gagner. Fait que là, je suis fâché, mais je vais utiliser cette frustration-là pour le prochain camp d'entraînement. Je vais tellement m'entraîner plus fort. Ben, je peux-tu vraiment m'entraîner plus fort, mais je vais tout donner pour que, tu sais, que là, je vais le finir. Là. Je suis tanné des décisions, justement, comme tu dis, un peu crève-cœur. Tu sais, je veux pas laisser mon destin entre les mains de personne. C'est moi qui vais le contrôler. Là, pour mon prochain combat, j'ai vraiment l'intention de... faut que je finisse ça, puis faut que je finisse ça fort. Faut que je les arrête. Je peux pas rien laisser un peu dans le vide. Faut que je finisse mes combats. Puis tu sais, Conor McGregor, il dit quoi? Puis il dit only count. En gros, il dit qu'il fait juste compter les finishes. Puis ça se fait pas, là. Je veux dire, faut que je les finisse, je le sais, mais aïe. Je savais pas que c'était autant peu mes mots, là, mais. Non, mais on comprend. Écoute, premièrement, merci d'être avec nous autres parce que oui, tu es un athlète professionnel, mais tu montres aussi que tu as une attitude professionnelle aussi parce que même après une défaite, tu vas pas te cacher, tu acceptes de parler au monde. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Pour vrai, là, ça démontre un grand professionnalisme de ta part. Donc, merci vraiment d'être avec nous autres. Honnêtement, je le pense pour vrai. Deuxièmement, tu as regardé le combat, tu dis que tu en as fait assez. Qu'est-ce que tu penses que peut-être dans le combat, tu aurais fait différemment? Est-ce que tu dis que tu vas t'entraîner encore plus fort? Mais est-ce que, je ne veux pas dire que tu t'es mal entraîné, mais est-ce que tu vas t'entraîner mieux sur peut-être le plan de match arrivé à quelque chose que tu voulais faire? Est-ce que le plan de match a été suivi dans ce combat-là? D'après toi, qu'est-ce qui a manqué le petit edge? Parce qu'on s'entend de perdu par décision partagée. Ça a été une action peut-être dans le combat qui a fait la différence. Qu'est-ce qui a manqué dans ce combat-là pour que tu repartes avec la victoire? Je pense vraiment que l'expérience m'a tué un peu. Je suis tombé un peu dans une guerre de tranchées que je me disais comme let's go, tu sais, je suis capable de le manhandle quand on se bat debout, mais c'est pas ma game. Ma game, ça aurait été de justement mettre trop de pression pour ce gars-là, l'amener au sol. Quand on se battait debout, je pense justement
de mon point de vue à moi, le combat allait bien. Je faisais les choses nécessaires, mais j'ai même pas montré plus qu'il fallait la menace de justement, si je t'amène au sol, je peux terminer. Je suis tombé un peu dans une guerre de tranchées un peu. Je me disais, Alex, ça va bien, j'échange, puis les coups pour coups, ça va bien, mais regarde, je vais le dire carrément comme je le pense, je suis tombé un peu mongol. J'ai commencé à me battre, puis je donnais des coups, puis je me disais, Alex, c'est le fun, tu sais, j'aime ça, je vivais le moment, mais faut que je le vois plus différemment. Faut pas que je tombe tata dans le game. Faut pas que je me fasse... Parce que je me suis un peu fait endormir, j'imagine. J'allais coup pour coup, puis je me faisais endormir au lieu de justement imposer mon rythme. Ce que je disais que j'allais faire, je disais j'allais imposer mon rythme, j'allais imposer ma game. Il va être obligé d'aller au sol avec moi. Dans tes forces à toi, qui est le sol, puis on n'a pas vraiment beaucoup vu de sol de ta part dans ce combat-là, ce qu'on s'attendait peut-être plus à voir aussi. C'est en plein ça. Comme je te dis, je suis tombé mon gars. J'ai changé coup pour coup, puis je me disais que ça allait bien, mais ma game, ça aurait été de l'amener au sol, d'y mettre trop de pression, de faire des changements de niveau, frapper, aller juste toucher la jambe, juste montrer la menace de la jambe, puis après frapper à la limite. J'ai mis de côté le plan. J'ai laissé un peu mon équipe down. C'est ça qui me fâche aussi. J'ai pas assez écouté. C'est fâchant un peu. C'est fâchant. C'est la première fois vraiment que j'en reparle. Vas-y, Ben. Ben, c'est exactement pour ça que je voulais te parler, parce que puis c'est vraiment, tu sais, puis moi en tant que journaliste, mettons, puis d'amateur, j'aime ça parce que c'est à cœur ouvert, puis ça fait mal encore, même si ça fait du jour. Puis moi, je fais souvent le parallèle avec mes joueurs de hockey. Mettons, tu sais, les joueurs du Canadien, là, tu leur parles après chaque défaite, ça va pas bien, mais dans 2 jours, là, ils peuvent recommencer puis essayer d'en gagner une. Puis surtout qu'ils en gagnent 1, 2, 3 en une semaine, mais on n'en parle plus des défaites. Là, ça fait 10 jours. Tu es encore en train de mariner là-dedans, puis ça va être quand ton prochain combat? Ça, c'est une grosse difficulté de ton sport. Pat, tu l'as vécu aussi. Puis, faut que tu apprennes à grandir là-dedans. Bien, c'est plus facile à dire qu'à faire aussi, de tirer du positif de ce qui vient de se passer. Hein? Je pense que oui, tu as raison. Tu sais, je sais pas comment, Pat, tu vivais tes défaites. Moi, moi ça me fâche. Je le sais que je suis pas moins bon que mon adversaire. Mais calique, ça me fâche parce que je le sais que j'ai tous les outils, j'ai l'équipe, j'ai tout autour de moi pour gagner ce combat-là. Puis je l'ai pas gagné. Fait que c'est on me. Tu sais, c'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport d'équipe. Oui. Mon équipe est toute là, puis je le sais qu'on a tout ce qu'il fallait, on a tout ce qu'il faut pour gagner ce combat-là. Mais la personne qui devait performer dans le ring, c'est moi, puis ce soir-là, j'ai pas mal performé. Je suis pas d'accord de dire que j'ai mal performé, mais j'ai pas donné la performance que j'aurais dû peut-être pour justement m'assurer de la victoire. J'étais allé un peu un coup de dé. Tu sais, vas-y sur le coup de dé, puis tu vas donner un bon show. C'est un coup de dé. Tu laisses. Tu sais, je sais pas, Pat, mais sinon, toi, comment tu réalisais après ça? Moi, je broyais quand je gagnais, je broyais quand je perdais. Je broyais tout le temps, de toute façon. C'était tout le temps ça. Mais tu parles quand tu es allé d'un coup de dé. Est-ce que tu as l'impression que tu as été plus dans l'improvisation que plus de suivre ton plan de match? Peut-être. J'ai de la misère à le dire parce que j'ai même pas. Je suis pas capable de mettre le mot dessus. Mais je sais pas. C'est peut-être justement son expérience a peut-être joué beaucoup. Moi, je pense que oui. Pour être honnête, là, tu sais, le gars, c'était pas le dernier venu. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que debout, ça allait bien. Tu as connu des vraiment bons moments. 2 premiers rounds un peu difficiles, tout ça, mais au 3e, 4e, on sentait que lui faiblissait. Toi, tu gagnais en confiance et tout ça. Puis Pat t'a dit un petit peu plus tôt, ça s'est peut-être joué sur une action au 5e round, la grosse amenée au sol. Donc, tu sais, on parle vraiment là, d'une ligne vraiment mince. Mais je pense que lui, il a vraiment su gérer la tempête aussi. Il a su ralentir l'action peut-être. Il a su te faire manquer un petit peu à des moments cruciaux où il était peut-être en difficulté. Puis je pense que son expérience a vraiment pris le dessus. Puis j'imagine, je sais pas comment tu vois ça, toi, Mick, mais tu l'as regardé, mais est-ce que tu comptes le réanalyser
point par point, avec Ah oui, Richard, oui. avec Nathan, avec tout ça, pour vraiment mettre le doigt. Là. On en parle, ça fait 10 jours, tu l'as regardé une fois, mais on a encore la difficulté à mettre le doigt sur vraiment les détails. Là. Ah oui, là, je pense qu'il est peut-être trop tôt pour que justement je saute là-dedans trop souvent, mais je compte vraiment le regarder sur repeat pendant une bonne semaine, là, quand ça va être un peu moins frais. Je compte le regarder plusieurs fois. Puis, tu sais, c'est un sport d'erreur. Je l'ai dit dans un de mes commentaires sur les réseaux sociaux, c'est un sport d'erreur. Puis, des erreurs, on en fait en tabarouette dans un combat. Puis 25 minutes, c'est un long combat. Fait qu'il y en a encore plus. Tu sais, il doit y avoir mille petites affaires que j'ai mal faites. Mais tu sais, il y a des choses que j'ai bien fait aussi, mais c'est un sport d'erreur. Faut que je travaille sur mes erreurs. Puis je vais le regarder jusqu'à ce que je me tanne, puis je me trouve poche à la limite, puis que je sois capable de dire mon prochain mouvement, de dire mes erreurs. C'est comme un test. Tu sais, je vais revenir plus fort, je le sais, c'est tout. Mais Tu parlais, mec, c'est 25 minutes, c'est un long combat, mais si on parle de lui, s'est servi de son expérience, ben ça marche des deux côtés. Tu as été chercher beaucoup d'expérience dans ce combat-là contre un gars qui s'est déjà battu dans le Big Show, dans l'UFC. Tu as prouvé que tu étais capable de te battre avec ce gars-là, avec ce calibre-là. Donc, veux pas, ça doit te donner quand même, malgré la défaite, je comprends. La défaite, c'est crève-cœur. Ça doit te donner encore plus de confiance pour dire, hey, moi aussi, je fais partie de ces gars-là. Ça a été une décision qui m'a échappé entre les mains, mais tu as été chercher énormément d'expérience face à un adversaire de calibre international. ouais, ça c'est un des points positifs. Tu sais, c'est le fun d'avoir gagné ça. Tu sais, je suis jeune, je suis quand même jeune pour le sport. J'ai la chance d'avoir 2 combats de 25 minutes dans mon CV, si on veut, avec des tops. Un gars qui est dans l'UFC, Jess Ronson, puis lui qui a été dans l'UFC, puis il a été coupé pour une raison assez... la raison pourquoi il a été coupé, c'est à cause qu'il avait une maladie, Ouais. puis l'UFC a un peu dit comme va nous prouver. Ouais, c'est ça. Bref, le gars n'a pas prouvé qu'il appartenait pas à l'UFC, même que j'ai regardé ses combats dans l'UFC, c'était des bons combats. Il a gagné l'Ordine Taleb, premier combat, puis son deuxième, c'est un beau combat. Il a gagné le premier round, il a peut-être perdu les 2 autres. Tu sais, il y a des belles performances dans l'UFC. Puis moi, je le sais que j'appartiens à cette élite-là. Je le sais. Je l'ai encore montré, peut-être pas de la bonne manière, parce que justement, il faut que je finisse mes combats. Puis c'est ça que l'UFC veut, des gars qui finissent leur combat. Mais oui, c'est un beau bagage que je suis allé chercher. Je suis quelqu'un qui voit beaucoup le positif dans la vie. Puis encore là, il y a du positif de ce combat-là, même si le résultat est négatif. Ouais. Est-ce qu'il y avait, Mick, une pression supplémentaire avec le recul là, de se battre à Montréal pour la première fois? Tu sais, la dernière fois, tu étais allé en Floride, personne ne te connaissait, tu n'avais pas rien à prouver, à part à toi-même. Là, tu voulais juste revenir à l'action, puis tu étais allé chercher une giga victoire. Mais là, c'était à Montréal, retour des arts martiaux mixtes, c'était en grande finale, tu étais la tête d'affiche, tout ça. Puis aussi, tu nous l'avais dit, tu considérais que tu étais à une victoire de peut-être recevoir le gros appel, tu sais. Est-ce que tu t'es mis une pression supplémentaire? Est-ce que tu ressentais une pression supplémentaire avant le combat? Non, vraiment pas. Okay. En fait, je suis aussi un athlète qui carbure à la pression. Tu sais, comme tu l'as dit, j'ai 2 premiers rounds qui ont été un peu difficiles, puis justement, là, tu peux pas être plus sa pression que ça. Là, quand t'es dans ta tête, tu te dis, que le premier round, je savais pas trop être à qui. Le deuxième, je suis revenu dans mon coin, puis je me suis dit, là, je l'ai pas gagné, je le sais, je l'ai pas gagné. Faut que je fasse de quoi? Là, faut que je gagne les 3 prochains rounds. Là. Si on même, puis sérieusement, je trouve que 3e round, je l'ai gagné. 4e round, je l'ai gagné. 5e round, je trouve, c'est con, mais je trouve que ça a été mon meilleur round. Si c'est pas de la dernière seconde, je trouve que c'est le seul gros moment dans son 5e round, parce que je courais après. Je trouve vraiment que le 5e round, c'est mon meilleur round. Je piquais mes coups, je sélectionnais mes affaires. Ça a vraiment été, selon moi, tout était beau dans mon 5e round. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment surpris de ne pas l'avoir gagné. Mais, ouais, non, je carbure à pression. Fait que la pression n'a pas joué négativement sur moi. Je suis convaincu de ça. 25 février, le prochain show de Samouraï. C'est peut-être trop tôt, mais je sais pas. Non, c'est sûr que je suis dessus.
T'es sûr? OK. Je suis allé manger avec Daniel Lafont, le président, puis j'ai dit que je voulais compétitionner le plus vite possible, puis que s'il y avait une place pour moi pour le show, c'est sûr que je voulais être dessus. Je n'ai pas parlé à mon agent. Mon agent, il veut pas me parler émotif. Il veut pas parler au Michael Dufort émotif. Fait qu'il m'a dit, prends 1 semaine, 2 semaines, on va se parler dans pas long. Fait qu'il va me parler de ce qu'il y aurait de son bord à me proposer. Mais moi, je veux me rebattre à Montréal. Ben, je veux me rebattre pour Samouraï au Québec. Fait que je suis 100%. Si c'est juste de moi, je suis 100% là. On va voir ce que je me fais proposer ailleurs, mais je veux être là. Mais moi, ma première réaction, puis j'étais avec Lévi Labrie, là, on faisait la description et l'analyse, puis notre première réaction, quand on a entendu la décision, ça a été, est-ce qu'une revanche serait dans les cartes? C'était tellement serré. Lui, tu y as demandé? Je l'ai demandé la revanche, il m'a dit pas avant décembre 2022. J'ai dépassé un peu qu'il me dise ça. Daniel qui t'a dit ça ou Pripolek? C'est Daniel qui m'a dit ça. Carl, il m'a dit, en anglais, il me l'a dit, là, mais il m'a dit, t'appartiens vraiment à l'élite. Il dit, c'est un sport un peu ingrat. Il dit que ça prenait un champion parce que lui, il me dit, dans ma tête, Carl, je vais le dire tout de suite, là. C'est une tabarouette de bonne personne. Moi, je suis quelqu'un qui adore aller dans les guerres, un peu de mots, de dire à la limite des choses qui me font rire à l'autre, puis je sais qu'ils vont le frustrer un peu. Mais Carl, je pense que c'est trop une bonne personne pour le critiquer sur quoi que ce soit. Fait que je suis embarqué comme un good guy avec lui, puis je suis vraiment allé gentleman, puis j'ai aimé ça parce que, on a bien joué ça, puis on a donné un bon show au monde. Mais c'est ça, il m'a juste dit des beaux commentaires après. Puis, tu sais, venant d'un gars qui a 2 fois l'expérience que j'ai, qui a quelques années de plus, tu sais, encore là, c'est encore plus d'expérience. Il a 2 fois plus de combats. Tu sais, c'est le fun de se faire dire des bons mots par un vétéran de l'UFC, tu sais. C'est vraiment le fun, mais ça faisait mal pareil après le combat. Tu sais, Pat, tu dis que tu pleurais tout le temps. Moi, c'est un des premiers combats, je pense, que j'avais le goût de pleurer toutes les larmes de mon corps. Là. J'étais détruit. Là. Mais bon, regarde, encore là. Non, mais c'est une décision. Non, mais puis on le sent vraiment bien. Puis on se répète, là, mais c'est rare qu'on ait la chance d'aller dans la tête des fighters. T'sais, oui, souvent, on va leur parler après les victoires, mais d'aller dans la tête d'un combattant après une défaite, puis de voir comment eux, ils voient ça, puis comment eux, ils vont se rebâtir. Puis là, tu l'as dit, tu veux utiliser ça comme tremplin pour te rendre meilleur, tout ça, mais concrètement, Mick, c'est quoi les prochaines étapes? On a parlé un peu de vidéo, on a parlé de tout ça, mais là, puis tu veux te battre là, en février, mais là, tu es dans le gym déjà? Comment tu vis ton après-combat? Je suis en total break en ce moment. Richard m'a dit qu'il voulait pas me voir au gym. J'ai parlé avec mes thérapeutes aussi. J'ai j'ai eu 2 camps d'entraînement quand même collés. Ça, je l'avais dit en entrevue que 2 camps d'entraînement collés, ça peut être un couteau à 2 tranchants. J'ai épousseté un peu avant d'y retourner, mais il y a aussi le fait que je me rebats tout de suite. Je me bats sur mes bobos que j'ai pas le temps de guérir. Là, j'ai vraiment l'intention de guérir mes bobos. Parce que il faut que je guérisse mes bobos. Là. En gros, je veux être à 100%. Là. Je veux pas arriver dans un combat puis être un peu distrait d'un bobo, pas être 100% moi-même parce que j'ai quelque chose qui m'a suivi. Fait que je vais m'assurer d'être 100% prêt. Là. Est-ce que tu as l'intention de changer ta mentalité dans le sens où, puis tu y as fait allusion au début d'entrevue, là, tu sais, y aller pour le finish, oui, mais y aller peut-être plus, parce que tu sais, on aime ça, là, veut pas les fighters qui donnent tout, on le sent, qui veulent donner un show, tout ça. Mais c'est un couteau à 2 tranchants. Donc, y aller pour le finish, oui, mais y aller plus contrôlé. Est-ce que Michael Dufort va changer son approche à l'avenir? Trop tôt pour le dire, peut-être? Ouais. C'est vrai que
Regarde, là, je le dis, j'y pense en même temps que je le dis. J'ai peut-être un peu plus pensé à donner un show qu'à me battre pour moi. C'est de quoi je m'étais dit que je ferais plus après mes 2 premiers combats professionnels. Puis, tu sais, quand tu y penses, c'est peut-être ça que j'ai fait. J'ai peut-être été pour le show au lieu d'y aller pour ma victoire. Je sais que c'était pas la manière que je devais gagner le combat en le knockant. Puis, tu sais, pourtant, je voulais le knocker. C'est ça le problème. Faut pas courir après de quoi, surtout en MMA. Là, c'est que je donne des cours privés, puis je dis ça aux gens qui se donnent des cours. Ah ouais. En jiu principalement, cours pas après une soumission, cours pas après. Laisse-la venir à toi. Puis, tu sais, j'ai littéralement couru après mon adversaire à ce combat-là pour essayer 100%. de le knocker à certains moments. Là. Fait que oui, c'est peut-être ça le problème. Faut que je laisse les trucs venir à moi. Faut que je sois peut-être plus compose. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, mais tu sais, je pense, regarde, ça a été très serré, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, comme on a dit, là, ça a été un minime qui est allé, mais je pense que les choses vont retomber, laisser la poussière retomber aussi, tu sais, ça fait pas longtemps que le combat est arrivé, puis tu t'assois, puis écoute, on avance, puis tu sais, puis moi je le sais, puis la chose la plus dégueulasse que tu peux dire à un combattant, c'est t'en prends bien plus d'une défaite qu'une victoire. T'as juste le goût de soigner celle-là qui va te dire ça. Mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est plate, mais c'est ça. Fait que là, je suis rendu de ce côté-là. Moi, je t'ai dit ça à cette heure. Fait que je m'excuse d'avance. Mais il reste que je suis sûr que tu vas revenir en force puis on a bien confiance en toi. Ah oui, j'ai ça en dedans de moi, je le sais. Puis je vais tout donner pour revenir encore plus fort. T'sais, j'ai des trucs à prouver parce que là, je l'ai pas fait ce combat-là. J'ai pas prouvé qu'il pouvait finir un gars de l'UFC. Puis c'est ce que je veux faire dans la vie. Je veux finir des gars dans l'UFC. Fait que tabarouette, faut que je le fasse quand je me bats pour des organisations autres que l'UFC. Même si les deux, même si le gars c'est un calibre UFC, faut que je le finisse parce que je veux prouver. Je veux faire ça de ma vie. Je veux finir des gars de l'UFC. Fait que faut que je le fasse. Faut que je le fasse. C'est on me. Faut que je le fasse. Mick, encore une fois, merci énormément d'avoir pris le temps. Là. On pourrait jaser de ça durant toute l'émission, mais on sent vraiment que tu es honnête, on sent vraiment que tu es, puis je vais le dire, un peu à fleur de peau, là, puis c'est tout à fait compréhensible. Puis je suis content que les auditeurs puissent voir ça, parce que c'est ça, on parle aux gagnants, mais il y a un perdant aussi. Puis c'est ça, faut voir ce côté-là de la médaille, puis c'est vraiment, vraiment crève-cœur, mais ça fait la beauté de ce sport-là aussi, un peu en partie. Là. Donc, Mick Dufort, je te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Je te souhaite de prendre soin de ta santé. Un bon temps des fêtes aussi, on se reparlera pas sûrement. Mais oui, il faut, c'est vrai. Puis tous les boys, profitez-en. Puis merci de la chance. Encore là, c'est super cool. Je vous remercierai jamais assez. C'est vous autres qui me donnez un exposure et tout en même temps. Fait que merci pour tout. Amusez-vous. Profitez du temps des fêtes. Merci encore. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis on se reparle bientôt. Déjà hâte de voir le prochain Mick Dufort, son prochain fight. Salut, Mick. Yes, sir. Bye-bye, boys. Pat. Yes. C'est exactement de ça que je parlais la semaine passée. Puis là, je vais faire un petit aparté avec l'UFC, mais c'est rare qu'à l'UFC, on a la chance d'interviewer les perdants. Il faut vraiment les demander. Moi, j'ai eu la chance de le faire avec Olivier Aubin-Mercier. Avec toi, déjà, c'est arrivé à Ottawa, notamment quand tu avais perdu contre Donald Cerrone. Vous étiez très généreux parce que l'UFC veut pas, ils protègent leurs combattants. Ils disent non, les perdants, on leur donne un break. Là. Puis Olivier, toi, vous avez toujours été super généreux malgré la défaite. Mick, la même chose. Là. Ben, écoute, je pense que ça fait partie de la game aussi. Hein. On est bien content quand les médias sont là quand on gagne, on donne de l'exposure. Mais quand on perd, c'est dur. Ils te demandent tes commentaires. C'est un peu, je te dirais, c'est un peu... je ne veux pas dire égoïste, là, mais c'est un peu mal joué. C'est pas bon joueur de ne pas vouloir parler même si tu as perdu. Je pense que moi, je me suis jamais caché derrière une défaite. Soit que ce soit une bonne performance ou une mauvaise performance. Écoute, je pense que ça fait partie de la game. C'est une attitude professionnelle aussi que tu as. Quand tu te caches pas en arrière d'une blessure comme même, puis tu regardes Nick, il s'est pas caché devant rien. Il a pas dit c'est parce qu'il était blessé. Il a pas dit non. Il est allé là. Il a peut-être pas eu le plan de match qui a suivi. Il en est conscient.
Puis c'est une défaite qui fait mal, émotionnellement, on le sent. Là, il a encore sur le cœur, puis c'est normal parce que avec 25 minutes, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de travail. Et finalement, après une demi-heure de combat, ben, tu arrives à court, mais par ça, c'est très dur à prendre. Ouais. Un gros pas de recul pour lui, Pat, Mick Dufort ou... Ben écoute, ça dépend toujours comment il va rebondir. Ça dépend toujours ça. Mais, tu sais, on avait parlé de ce combat-là avant. Tu sais, c'était un combat pivot de sa carrière. Il n'est pas vieux dans ce sport-là, mais il commence à avoir besoin de grosses victoires s'il veut passer de l'autre côté. Moi, je pense que ce combat-là, c'est un combat pivot. Il se devait de gagner ce combat-là. Il est passé à côté de très peu. Mais est-ce qu'une victoire par décision partagée aurait été assez pour l'amener à un autre niveau, tu sais, d'avoir eu l'appel? Je sais pas. Tu sais, l'UFC, c'est tellement contingenté aujourd'hui. Les UFC veulent des combattants qui finissent leur adversaire et qui donnent des spectacles. Mais par décision partagée, même si ça a été une guerre, je veux dire, ils vont regarder la fiche. Ils vont pas regarder le combat. Ils vont regarder la fiche des nouveaux venus. Puis ils vont voir, OK, ce gars-là, il est sur une séquence de 4 victoires. Il en a fini 3 sur 4. Ça, c'est intéressant à vendre. C'est facile à vendre. Donc, je pense que son minding, il a raison. Il faut qu'il finisse ses adversaires s'il va avoir plus d'exposure puis que le monde commence à regarder, que les yeux s'ouvrent. Les yeux de la planète MMA s'ouvrent sur lui en regardant et disant, OK, ce gars-là, il est dangereux. Je pense que dans ce combat-là, il n'a pas utilisé ses meilleures armes. Il est resté dans un confort dans un combat. Puis je dis tout le temps, je dis souvent à Johan aussi, parce que je l'entraîne, quand tu sens que tu es confortable dans un combat, tu n'es pas à bonne place. Okay? Il faut que tu te sens tout le temps inconfortable pour toujours être on the edge, toujours être alerte. Aussitôt que tu sens que, OK, ça va bien, je suis confortable, ça va pas bien. Ça veut dire que ça va pas bien. Okay? Ouais. Ça veut dire que tu cours après quelque chose. Donc, il faut que tu ailles dans tes forces. Reste pas. Tu sais, oui, le combat commence debout, tu n'as pas le choix de te mettre debout. Mais on s'attendait tellement à ce que le combat aille au sol. Je pense que c'est là qu'il l'a manqué. Tu sais, il s'amusait debout, il avait du fun, il pensait que ça allait bien. Et finalement, ça allait peut-être moins bien que lui pensait. Aux yeux des juges, tu ne sais jamais ce que les juges pensent. Jamais. Fait que tu peux jamais te fier à eux autres. Ça, je lance pas de pierre à personne, mais tu peux jamais te fier parce que y en a un juge qui va pas voir la même chose que les autres. Les connaissances des juges non plus, c'est pas les mêmes. Donc, tu peux pas te fier à ça. Il y a personne qui va se rendre à la décision des juges, ça je comprends. Mais au moins, va dans tes forces. Ce que Michael n'a pas fait dans ce cas. Avant de parler de l'UFC, peut-être une dernière question là-dessus, puis je veux faire appel à ton expérience. Maintenant, c'est quoi les étapes pour Michael ou pour un combattant qui vient de perdre tout ça, une défaite crève-cœur, tout ça? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour corriger les erreurs, t'assurer que ça ne se reproduise plus, apprendre de tout ça? C'est cool. J'imagine qu'il faut que tu sois bien entouré aussi au gym. Oui. Je pense qu'il faut qu'il y ait un bon talk avec ses entraîneurs. Je pense qu'il faut qu'on trouve ensemble ce qui n'a pas bien marché. C'est pourquoi on est arrivé à court. Il y a une communication qu'il faut qu'il y ait dans l'équipe aussi. Puis, écoute, après ça, ça va être sa décision à lui. S'il veut suivre ce que ses entraîneurs lui disent, s'il est d'accord ou pas, peu importe. Mais il faut qu'on arrive à un consensus. Que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et qu'on puisse avancer tout le monde ensemble. Parce que si tout le monde tire la couverte dans chacun de leur côté, ça ne marchera pas. On n'arrivera jamais à quelque chose de bon. Donc, on parle souvent que c'est un sport individuel, mais tellement un sport d'équipe en même temps, c'est cette dualité-là. Puis c'est en équipe qu'on va sortir un peu qu'on va ressortir un peu les points améliorés, les points positifs aussi sur lesquels on peut travailler, on peut se baser, Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On espère aussi que vous avez apprécié à la maison, mais fouiller un peu dans cet univers-là ou ce côté-là de la médaille qu'on n'a pas la chance de faire souvent. Je suis vraiment, vraiment heureux d'avoir eu cette conversation-là avec Mick. Rob Font contre José Aldo cette fin de semaine à l'UFC, gala qui est présenté ce samedi sur les ondes de RDS 2. J'y serai en compagnie de Pat, encore une fois. Rob Font, et puis là, écoute, avant ça, 15 combats. Ce qui est prévu à date, là. 15 combats. On n'est pas couché, là. Non, écoute, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats. Ils en font de plus en plus parce qu'il y en a tout le temps 2-3 qui tombent à cause soit la COVID, à cause de la pesée, comme même. Mais ça se peut qu'il n'y en ait pas qui tombent. On est mardi, la carte est encore à 15 combats. Fait que, on va s'amener de l'eau en masse parce qu'on risque de manquer de salive. Ouais, c'est ça. Puis beaucoup de préparation à faire là, dans les prochains jours pour Pat et moi. Faites-vous-en pas avec ça.
Rob Font, c'est ça, j'ai commencé à lire là-dessus, tout ça. Puis là, tu sais, Rob Font, on connaît le nom. On se dit, bon, c'est un gars qui roule sa bosse depuis un certain temps, tout ça, mais on n'a jamais vraiment pensé à lui comme potentiel champion, en tout cas pas dans mon esprit à moi. Puis là, ben, tout d'un coup, sur une séquence de 4 victoires, ses 2 derniers adversaires des gros noms, Marlon Moraes, Cody Garbrandt. Puis là, finalement, on lui donne José Aldo, qui lui aussi est sur une séquence, lui aussi veut remonter au sommet à 135 livres cette fois. Bref, c'est un combat qui va être important pour le portrait de la division des poids coqs, Pat. Je suis content que tu dises ça parce que Rob Font, il s'est glissé dans le top 10 mondial, puis personne ne l'a vu venir. C'est comme une couleuvre, un peu. Là. Mais ça, on a regardé le classement mané, on a dit, ben voyons, c'est vrai, Rob Font, il est rendu là, ben voyons, non. Fait que oui, il s'est comme glissé là sans que personne s'en rende compte. Et là, il y a deux grosses victoires, comme tu l'as mentionné. Là, face à José Aldo, qui, à mon avis, le meilleur 145 livres de tous les temps. Là, il y en a qui vont dire non, c'est Max Holloway, non, c'est Conor McGregor. Ça, c'est personnel à chacun. Moi, je trouve le King de Rio, José Aldo, c'est le best of all time à 145 livres, même si c'est fait battre par McGregor, même si c'est fait battre par Holloway 2 fois. Ça ne change rien. Ça, c'est mon opinion, puis ça, c'est bien personnel. Mais il est à 135 livres, tu sais, puis moi, ce que j'aime de José Aldo, c'est qu'à un moment donné, ça n'allait pas super bien. Il avait contemplé peut-être d'aller partir à retraite. Mais là, il est revenu sur une belle séquence et là, il est reparti sur une route vers le titre. Ça passe par Rob Font. Moi, ce que j'ai aimé dans le dernier combat de José Aldo, c'est qu'on a revu le bon vieux José Aldo de boxe thaïlandaise, de Muay Thai qui fait mal, les coups de pied dans les jambes. À un moment donné, là, ça a parti, ça. On n'a jamais su trop pourquoi, mais il dansait plus de coups de pied dans les jambes. On ne sait pas s'il était blessé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il... Mais il faisait plus rien. Il était un boxeur, il était super hésitant dans ses attaques. Son dernier combat, il laissait aller. On sait ses coups de pied dans les jambes sont assez dévastateurs aussi. Puis dans son dernier combat, j'ai aimé ça. J'ai vu le bon vieux José Aldo qui laissait aller ses mains, laissait aller ses jambes. Puis il va trouver quelqu'un avec qui danser parce que Font, c'est un excellent boxeur. Il est vraiment très, très bon avec ses mains. Font, c'est un bon boxeur. J'ai bien hâte de voir ça, mais il faut que José Aldo, encore une fois, utilise ses jambes, utilise ses coups de pied dans les jambes pour ralentir Rob Font. Rob Font est numéro 4, est classé 4e en fait dans les classements officiels de l'UFC. José Aldo est classé numéro 5. Donc, c'est ça va être intéressant pour le classement. Mais moi, je me demande vraiment... Tu sais, puis José Aldo, champion à 145 livres, a perdu son titre contre McGregor. On l'a tout de suite redonné une chance contre Max Holloway. 2 fois, il a perdu. Donc là, ça fait 3 défaites en combat de championnat de suite. Décide de descendre de catégorie. On lui donne, malgré une défaite à 135 livres à sa première sortie, on lui donne un combat de championnat à 135 livres aussi, qu'il perd. Là, c'est José Aldo, là. Puis je veux pas chialer sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'opportunités. Il les méritait là, à raison de son bagage. Mais à un moment donné, il n'aura pas le droit toujours à des passes droits en raison de son nom et tout ça. Il va falloir qu'il gagne ses gros combats. Donc, je me questionne... S'il perdait cette fin de semaine, qu'est-ce que ça signifierait pour José Aldo? Parce que je suis pas sûr que lui va finir sa carrière à la Clay Guida, comme on va voir sur la carte, ou à la BJ Penn, ou à des gars qui s'accrochent un peu sans avoir la chance vraiment de revenir au sommet. Là. Non, c'est sûr. On ne veut jamais voir des légendes de ce sport-là s'accrocher puis terminer sur des séquences de défaites, puis terminer avec des KO aussi qui peuvent leur laisser des dommages permanents à long terme. Tu as raison. Je sais pas. C'est sûr que si il peut pas battre Rob Font, qui est très, très dur, c'est un bon combattant, on s'entend, là, mais s'il n'est pas capable de passer à travers Rob Font, à un moment donné, je sais pas si, je pense pas que José Aldo fait ça pour être deuxième. Il veut être là pour être champion. Tu as raison, il y a eu des passes droits, mais moi, je suis correct avec ça parce que j'adore José Aldo. Mais il reste que tu as raison. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprenait pas trop, mais il n'y a personne qui s'est jamais plaint quand même. Il n'y a personne qui était aux barricades. Hey, ça n'a pas de bon sens, José Aldo, à part d'autres combattants. Mais au niveau des partisans, personne qui a sauté une coche là-dessus. Mais oui, tu as raison. Je pense s'il subit la défaite face à Font, ça serait peut-être un champ de signe pour José Aldo, pour sa santé, puis pour le reste de sa vie. J'imagine qu'il y en a de collé. En tout cas, j'y souhaite. Ben, j'y souhaite. Il y a 35 ans. Il a dit clairement qu'il ne voulait pas se battre jusqu'à 40. Là, je veux dire, ou même,
il a dit genre ça approche. Il n'a pas donné de date, mais il a dit ça approche. Puis tu sais, je regarde sa fiche, c'est quoi? C'est 30 victoires, 7 défaites. Là, ça va être quoi, son 38e ou 39e combat pro? Ça commence à faire du millage aussi. Il en a gagné beaucoup plus qu'il en a perdu, mais malgré tout. Peut-être un mot en terminant sur Rob Font là, avant de passer au prochain duel, mais je sais pas si tu as vu une façon de s'entraîner un peu particulière. Rob Font et son ami Calvin Kattar, qui viennent tous les deux de la région de Boston. Puis là, leur équipe s'appelle le New England Cartel. Puis là, on est comme à l'opposé du Tristar ou de Sanford MMA ou de ces grosses équipes-là, American Top Team. On a décidé de sortir de ça puis d'y aller vraiment en équipe vraiment réduite. Ce sont 2 gars de l'UFC. Ils ont 3-4 gars de la scène 2-3 gars de la scène régionale qui viennent s'entraîner avec eux. Un coach, des coachs invités une fois de temps en temps, tout ça. C'est comme si la mode ou pour connaître du succès, on allait dans une direction qui est les grosses équipes avec beaucoup de très bons partenaires d'entraînement. Eux, on dit non, c'est pas notre façon de faire. On préfère vraiment équipe réduite. Puis on est là les uns pour les autres. Puis c'est vraiment une famille. Là. Je voulais peut-être avoir ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de cette façon de faire-là qui est un peu différente de la norme? Là? Moi, je trouve ça correct parce que j'ai fait ça toute ma carrière. C'est ça. J'étais le seul combattant professionnel ou presque avec BTT. Mais écoute, quand t'as une bonne place, puis le monde t'aide, puis tu sais, c'est pas juste des combattants professionnels qui sont les meilleurs au monde. T'as beaucoup de no-names, t'as beaucoup d'inconnus. Moi, qui s'entraînaient avec moi, puis qui étaient des partenaires d'entraînement, que c'est les meilleurs partenaires d'entraînement que j'ai jamais eu de toute ma vie. Mais personne qui connaît, puis c'est pas des combattants professionnels. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que t'es pas connu ou que t'es pas dans une grosse équipe, que tu seras pas capable de t'entraîner avec du monde de calibre international non plus. Donc, c'est correct. Puis si eux autres ont trouvé une bonne façon de s'entraîner, qui sont confortables là-dedans, puis ont du succès, ben, tu sais, je vois pas pourquoi il y aurait besoin de partir ailleurs, à gauche, à droite, tu sais, ça me fait penser quand je me suis battu pour le championnat du monde en 2008 avec le deuxième top team. Après ça, j'ai eu 2 défaites de suite, puis j'ai été mis en dehors de l'UFC, puis là, tout le monde disait, ça serait peut-être temps de changer d'équipe. Tu sais, moi, je me suis rendu en combat de championnat du monde avec Brazilian Top Team. Fait que c'est peut-être pas eux autres le problème, mais c'est peut-être moi, là. Fait que, tu sais, on a changé des affaires, non, mais c'est ça pareil. Puis j'ai été capable de revenir à l'UFC avec cette équipe-là. Fait que, tu sais, moi, je crois beaucoup à la fidélité d'une équipe. Puis si eux autres sont bien là-dedans, puis qu'ils ne ressentent pas le besoin d'aller ailleurs, puis c'est bien correct. Moi, je trouve ça bien beau. Là. Donc, on peut s'attendre à un bon duel. Je pense que je suis d'accord avec toi. Là, le bon vieux José Aldo, le bon vieux kickboxer. Rob Font, un excellent boxeur aussi. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir un finish, quoique on sait jamais, mais je pense que ça va être une bonne guerre de 5 rounds, 2 gars qui peuvent échanger, tout ça. Donc, très hâte de voir ce combat-là. C'est le combat final. Après 14 combats, j'espère qu'il va y avoir un finish au dernier. Ouais, mais là, peut-être que cette fois-ci, il va en avoir d'autres avant, donc ça va peut-être nous aider à... C'est ça, la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'est sûr qu'on n'a pas été gâtés au niveau finish. Là. Une chance qu'il n'y avait pas 15 combats cette soirée-là. Un finish. Un finish sur 12. On a eu 12 ou 11 combats, en tout cas, bref. Ouais. Demi-finale, Brad Riddle contre Rafael Siviev. Ça, c'est un autre combat de deux gars qui sont classés à 155 livres. 2 gars qui sont sur des bonnes séquences également. Siviev a l'air d'un tueur, là. Honnêtement, tu le regardes. C'est ça, c'est une roche. C'est un rock, là, il est tout petit, il a comme pas de cou, là. Puis Brad Riddle, c'est un gars ultra créatif debout, c'est un gars qui est capable de manger un coup pour en donner un gars qui est habitué à des guerres. Je pense qu'on est en droit de s'attendre potentiellement le combat de la soirée, la demi-finale, peut-être. Absolument. Brad Riddle, je le connais bien. Je me suis entraîné avec lui les 2 fois que je suis allé en Thaïlande. Il était encore avec Tiger Muay Thai dans ce temps-là. Très, très bon au niveau de la boxe thaïlandaise. Au Muay Thai, là, très solide. Puis Fiziev, c'est la même chose. C'est 2 anciens partenaires d'entraînement. Ils se sont entraînés ensemble il y a 4 ans. Puis c'est ça, on s'est échangé quelques mots. Mais Fiziev, c'est vrai, c'est une roche. Il est debout, là. Il est très agile. Frappe solide, 2 styles qui, je pense, qui vont bien se compléter pour avoir un excellent combat. Puis je pense que tu as raison, on pourrait avoir un combat de la soirée dans celle-là. Pensez un peu, je sais pas, Pietorian, là, même, qui est à 135 livres, là, au niveau style de combattant. Peut-être Yann aussi, là, c'est un gars qui est bon qui est allé en Thaïlande. Là, mais c'est ça, c'est un gars trapu. Cette histoire-là d'anciens partenaires d'entraînement, est-ce que ça importe? Tu sais, Riddle, apparemment, là, je lisais un petit peu avant l'émission, je disais là-dessus avant l'émission,
sais, les journalistes, évidemment, ils font un peu leur chou gras avec ça, là, de dire deux anciens coéquipiers qui s'affrontent et tout ça. Puis, tu sais, Riddle a dit, regarde, l'UFC m'a offert Fiziev, ils savent qu'on se connaisse, mais ils nous ont dit, il n'y a pas d'autre gars du top 15 dans votre range là, qui est disponible en 2022. C'est Fiziev où vous attendez. C'est Fiziev-Riddle où vous attendez en 2022. Puis là, ben, Riddle a appelé Fiziev, a dit, bon, on le fait dessus. Puis l'autre a dit, ben oui, on le fait, tu sais. Je sais pas, puis il dit, ça fait 4 ans, on n'est pas des... on a les deux évolué beaucoup depuis ce temps-là, là, donc une tempête dans un verre d'eau un peu, c'est comme une non-histoire, là, cette affaire-là. Ben, c'est une non-histoire, c'est pas des partenaires d'entraînement, c'est pas des amis, c'est des connaissances. Et combien de fois je me suis battu contre des bonnes connaissances? Mais Josh Barkman a pesé, son père, je le connais super bien, je l'ai pris dans mes bras, on a jasé toute la soirée, la journée avant le combat. Quand je l'ai knocké, j'étais allé dans le coin, puis j'ai pris son père dans mes bras, tu sais, puis j'ai pas célébré tant que ça parce qu'on était des amis, puis je l'ai knocké, puis je dis, c'est ça, mais c'est de la business, c'est 15 minutes de business, c'est de même, il faut que tu le prennes. Scott Smith, on venait de sortir de l'émission d'Ultimate Fighter, la 4e saison, on était les meilleurs partenaires d'entraînement dans la maison, puis ils nous ont donné le combat à l'UFC 67 un contre l'autre. C'est de la business, mais après ça, on est sortis ensemble, puis c'est ça, faut que tu fasses un travail, c'est plate, faut que tu frappes sur l'autre, c'est ça la job, mais il reste que, tu sais, et là, l'importance que je te dis tout le temps, c'est que tu peux pas te battre avec Langer. Tu t'en vas te battre, c'est des athlètes, c'est plus des combattants maintenant. Fait que tu t'en vas te battre avec un plan de match, avec des qualités athlétiques que tu as été capable d'aller chercher, de peaufiner pour surprendre ton adversaire. Donc, il n'y a pas d'animosité. Ben, entre les deux, peut-être qu'il va en avoir là, cette semaine si on dit des choses, là, mais on ne sait pas ce qui se sont passés surtout on fait du sparring ensemble. C'est peut-être qu'ils vont se fier à ça un peu. S'il y en a un des deux qui a eu l'avantage sur l'autre, on va dire, tu sais que c'est possible à 4 ans. Mais c'est là 4 ans, justement. C'est ça. C'est pas la semaine passée. Fiziev, 4 victoires de suite. Riddle, 7 victoires consécutives, dont 4 depuis qu'il a fait son entrée à l'UFC. Donc, ça risque d'être intéressant. Là. Deux gars qui visent là, de devenir des joueurs importants dans la division des 155 livres. Donc, déjà, pour la carrière d'un et l'autre, c'est un combat pivot, ça aussi. Jimmy Crute contre Jamahal Hill à 205 livres maintenant. Les deux qui reviennent de défaites un peu bizarres, Pat. Là, deux gars qui sont également dans le top 15. Tu sais, Hill, on le voit, c'est comme un naturel. Puis c'est un gars qui était invaincu avant sa dernière sortie. On le voyait un peu comme le prochain, un prochain joueur important à 205 livres. Crute est là depuis un certain temps. Il est arrivé tellement jeune à l'UFC que même s'il a eu quelques défaites, on se disait, c'est un naturel lui aussi, c'est un athlète, tout ça. Bref, les deux sont dans des positions un petit peu similaires. Là. Comment tu vois ce combat-là se dérouler? Hill, il n'y a pas grand-chose qui a l'air de le déranger, lui, là. Il a même un coup de disloqué. Là. Non, exact. Je pense que Crute est un peu plus complet. T'sais, au niveau du debout, c'est un bon combattant. Au niveau du kickboxing, c'est du ceinture du brésilien. Jamal Hill est plus créatif, je pense. Mais tu sais, quand il s'est fait disloquer l'épaule, pas l'épaule, le coude, là, il est tombé très nonchalant. Je le trouve un peu trop nonchalant. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas s'il va changer son style, tu sais, mais c'est dur de changer ce style-là qui t'a amené à l'UFC. Tu as eu du succès. C'était sa première défaite en carrière aussi. Fait que si on sait jamais comment un athlète va répondre après une première défaite en carrière, si ça va l'enfoncer ou ça va donner un kick de plus. Mais oui, c'était avec une blessure, mais une blessure parce que, à mon avis, il a été nonchalant. Il a laissé travailler son adversaire trop aisément. Mais il ne pourra pas faire ça avec Crute parce que Crute va lui faire encore plus mal, je pense. Il s'est fait disloquer le coude, je comprends. Il va falloir qu'il soit super alerte parce que moi j'aime beaucoup Jimmy Crute. Je trouve que c'est un combattant qui est complet. Puis, longtemps avant qu'il perde contre c'est Smith, si je ne me trompe pas, avant qu'il perde, on voyait comme un bon prospect. Là. Il s'en venait. Puis, moi j'aime beaucoup Jimmy Crute. J'espère juste que Hill est prêt à danser avec lui puis pas être trop nonchalant. Ouais, je suis d'accord avec toi là, sur Hill. Puis pour la petite histoire, là, en fait, ce Crute a perdu. Il est arrivé à l'UFC avec 23, là, je pense qu'il est rendu à 25, 26 ans. Puis il a perdu une première fois contre Misha Cirkunov, la fameuse cravate péruvienne. Mais tu sais, ça, c'est une soumission que tu vois une fois ou 10 ans. La là. deuxième fois. Ouais, c'est ça. Une fois, c'est ça. Puis après ça, il a perdu contre Anthony Smith à sa dernière sortie, mais c'est ça, il s'est fait donner un coup de pied dans les jambes. Puis le fameux nerf, là, je sais pas comment il s'appelle, là, du péroné, en fait. Là. Comment? Le nerf péronien. Péronien.
Puis c'est ça, c'est comme si sa jambe avait lâché complètement, puis le médecin a arrêté le combat. Lui, il voulait continuer, mais tu voyais qu'il était pas capable de marcher, puis pas mettre de poids là-dessus. Donc, quand on parle de blessures un peu bizarres, c'est ça qui est arrivé. Puis Jamal Hill, lui, contre Paul Craig, un as du Jiu-Jitsu, il est rapidement se retrouvé sur son dos, puis il fait passer une clé de bras, mais il a jamais voulu taper. Puis là, moi, je regardais ça, puis là, j'étais comme, mon Dieu, il tape, là, tu vas te faire arracher le bras. Puis lui, il tapait pas, puis finalement, c'est quasiment ça qui est arrivé, là. Le coude disloqué, l'arbitre savait pas trop quoi faire, puis finalement, ça s'est fini, je pense, par du ground and pound, là, mais tu sais, c'est ça. Bref, je pense pas que c'est un combat qui risque d'être debout, là, si je me fie au style des deux gars. Mais Crute, c'est une black belt. Hein, ça pourrait aller au sol aussi à cause de Jimmy Crute. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, il a vu qu'au sol, peut-être, que Jamal Hill n'a pas nécessairement les compétences que d'autres ont dans la catégorie. Bref, Jimmy Crute classé 13e contre Jamal Hill classé 14e à 205 livres. Un petit mot peut-être sur Clay Guida contre Leonardo Santos, Pat. Guida, là, 3 défaites à ses 4 derniers, mais là, il a 39 ans, 31e combat à l'UFC. Puis là, on lui donne Santos, qui est un gars qui se bat on and off là, depuis. Il est à l'UFC depuis 13 ans, depuis 2013 plutôt, mais un gars qui se bat on and off, puis il a une super belle fiche à l'UFC. Je sais pas trop le matchmaking, c'est quoi l'idée derrière ce matchmaking-là? Là? Ben, il y a eu des blessures. Santos était supposé se battre, le nom m'échappe, hein, mais était supposé se battre il n'y a pas très longtemps face à un adversaire qui était peut-être qui aurait fait une plus avancée dans les classements. Mais un bon vieux vétéran, Clay Guida. Malheureusement pour Santos, qui a une très bonne fiche à l'UFC, c'est un as du Jiu-Jitsu. Il s'est amélioré avec son combat de boxe, sa boxe, hein, mais je pense que ça va être difficile pour lui. Je pense que ça va se finir en décision pour Clay Guida. Je pense pas qu'il va être capable d'amener Guida au sol. Je pense que Guida va tourner autour. J'ai peur que ce soit un combat vraiment endormant. J'espère pas. Parce que l'année, tu vois, un combat endormant avec les Guida. Il est capable. Il nous en a fait une coupe, là, mais tu sais, c'est pas parce qu'il tourne en rond et qu'il y a des cheveux dans la face que ça va être nécessairement intéressant. Tu comprends? Il lance pas beaucoup de coups. Peut-être qu'il va être un peu hésitant aussi. Mais on attend toujours là, ce qui se passe entre les deux rounds avec Clay Guida. On attend tout le temps qu'il sorte le plus gros run de l'histoire. Mais non, ben c'est ça. J'ai peur que ce combat-là soit comme mes attentes. Je pense que le combat va se terminer par décision avec Clay Guida. Ouais, c'est ça. C'est comme un choc de style un peu, là, Guida. Ouais, c'est ça. Il y a pas beaucoup. Guida, quand même, 8 défaites par. Je me le suis noté, 10 défaites par soumission. Dans sa carrière, on s'entend que c'est ça. Leonardo Santos, 4e dan en ceinture noire, 4e dan en jiu-jitsu brésilien, on s'entend que lui, mais le problème, c'est ça. Mais le problème, c'est que sa lutte, elle vaut pas grand-chose à Santos. C'est l'amener au sol. C'est amener au sol qui va être compliqué. Excellent. Donc, tous ces 4 combats-là seront sur la carte principale, mais on vous l'a dit, on ne fait pas le tour, là, mais il y en a 15 qui sont prévus dans la carte. Là, évidemment, comme Pat a dit, ça peut bouger là, d'ici samedi, mais bref, peut-être une très, très grosse soirée d'UFC sur nos ondes. Puis là, on parlait des Milo, là, 205 livres avec Crute et Jamal Hill. Dans l'actualité, il n'y a pas grand-chose là, à se mettre sous la dent dans l'actualité. Là. Il y avait congé la semaine passée du côté de l'UFC. On finit l'année en force là, avec l'UFC 211 là, dans 2 semaines. Pas 211, mais le 11 décembre, l'UFC 269. 268? Et là, je suis mêlé dans mes chiffres. C'est 68. Écoute. Bref, le combat de championnat entre Dustin Poirier et Charles Oliveira, on va l'appeler comme ça. Mais bref, je lisais ce matin que Jan Blachowicz a donné une de ses premières entrevues là, depuis sa défaite contre Glover Teixeira. Puis ça précise un peu en fait le portrait à 205 livres. C'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'on parlait de Crute et Hill. Là. Tout porte à croire que ça va être contre Alexander Rakic, là, son prochain combat à Blachowicz. Ce qui laisse vraiment, comme on s'y attendait, la porte ouverte au duel pour le titre entre Teixeira et Jiri Prochazka. Je pense que la logique est respectée. L'homme qui est un peu laissé de côté, c'est Anthony Smith, mais lui, oui, il a reçu une séquence de victoires, mais peut-être moins impressionnante que les autres à ce niveau-ci. Là. Ouais, c'est 2,69, by the way. 69, merci. Ouais, c'est ça. Oui, t'as raison. Puis, tu sais, Blachowicz, t'as raison, il semblait à plat. Il l'a dit. Il était pas là. Il était pas là partout. Puis, tu sais, quand tu défends ton titre, surtout face à Teixeira, c'était sa dernière chance, tu savais qu'elle arrivait près. Tout le monde était content pour Teixeira. Je veux dire, personne n'en voulait.
personne n'était content de la défaite de Bovic. Tout le monde était content pour Teixeira. Parce que Teixeira, c'est un bon gars, c'est un good guy. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est là. Puis, tout le monde, juste à cause de lui, on était content qu'il remporte la victoire. Bovic, il faut qu'il rebondisse. Puis c'est ça qui est rendu le fun dans cette division-là depuis que John Jones est parti. C'est que là, ce titre-là peut changer de main à tout moment. Donc, c'est là la division est rendue le fun. Avant, Jones était là. C'est ça. On savait que ça allait être lui qui allait rester là, même s'il y a des combats qu'il aurait peut-être dû perdre, mais il reste que quand tu es le champion, il faut que tu battes le champion à plat de couture. Il ne faut pas que ça te laisse des rounds serrés, parce que ça va aller au champion. Mais c'est correct. Mais l'affaire, c'est que tu as raison. Il faut que Bovic rebondisse avec aplomb. Puis pour Teixeira, pour Tkachuk, je pense que ça va être un bon test. Si ça arrive, là, finalement, là, je pense que ce gars-là, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé. Puis depuis qu'il est arrivé, pas grand monde qui lève sa main pour se battre contre lui. Non. Non, il a prouvé que le gars, il avait toute une force de frappe. Donc, c'est ce à quoi on s'attendait. On se dit, peut-être que Bovic va avoir une revanche immédiate, mais non, là, ça semble vraiment. Puis lui-même le dit, là, je pense que je le mérite pas. J'ai vraiment été mauvais contre Teixeira. Je veux rebondir contre un jeune loup comme Rakic, puis après ça, peut-être reconquérir le titre. Est-ce que tu as regardé Triade de... Je l'ai vu, j'ai écouté un peu, ouais, j'en ai vu un peu. C'est ça. Pour ceux qui se demandent, puis on va passer 2 minutes là-dessus, je veux juste demander à Pat ce qu'il en pense. Triade, c'est une nouvelle promotion. En fait, c'est Thriller Fight Club, là, ceux qui organisent les combats, entre autres, avec les YouTubers et tout ça. Ils ont voulu créer un nouveau sport, à ce que je comprends, qui s'appelle Triade. En tout cas, c'est le nom de leur promotion. Puis c'est comme un hybride entre la boxe et les arts martiaux mixtes, c'est-à-dire que tu as des gants ouverts, tu peux faire du clinch, mais tu n'as pas le droit de coup de genou, coup de pied, tu n'as pas le droit d'aller au sol, tu n'as pas de soumission. Mais c'est ça, tu peux utiliser des techniques de clinch pour te battre, pour donner des coups. C'est spécial. C'est la bonne vieille bagarre de rue. Là. À peu près. Mais tu penses quoi du concept, d'une part, avant de parler de ceux qui ont été sur la première carte, là, peut-être? Là? Écoute, je pense qu'il va toujours avoir une auditoire pour ça. Un ring triangle, on n'a jamais vu ça. C'est leur signature. Déjà, ils ont trouvé une signature, le ring triangle. Honnêtement, je ne sais pas qui est en dessous de ça, mais ils ont de l'argent et pas à peu près. Parce que, ils ont donné presque 1 million à Frank Mir, ils ont donné 250 000 $ et plus à Mike Perry. Metallica était là en show. Écoute, ce show-là a coûté des bidous et pas à peu près. Fait que je sais pas c'est qui est en dessous, je sais pas si je veux le savoir non plus, mais il m'a dit de quoi, ils ont de l'argent pour payer le gars, puis je sais pas combien de shows qu'ils vont faire à ce rythme-là, mais je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est très sain pour la santé pour les combattants qui vont là. Mais en même temps, les gars, ils font de l'argent. Ça n'a pas de bon sens. Là. La plus grosse paye que Mike Perry a faite dans sa carrière, c'est 90 000 $ au UFC. Là, ils viennent d'en faire, d'après ce que son gérant a dit, pas loin de 325 000. Wow. Il serait niaiseux de cracher là-dessus. Là. Il a gagné en plus, je pense, Mike Perry, sauf erreur. Décision partagée, je pense. Frank Mir a perdu contre Kubrat Pulev, un ancien champion européen de boxe qui s'est battu contre Anthony Joshua, entre autres. Le gars, c'était pas un piment, là, puis on a vu que ça n'a pas été trop long. Frank Mir, premier round, premier coup de poing qu'il a reçu, il était... ou à peu près, là, il avait les jambes en spaghetti. Ça a été long avant que Miragliotta... Pulev a vraiment été correct, là. Il a pas redonné de coup de poing tout de suite, puis Miragliotta, il était comme, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'arrête le combat. Poulev était comme, qu'est-ce que tu fais? Let's go. Il y avait un peu de confusion là-dessus avec les nouveaux règlements. On ne sait pas trop. C'est quand qu'on arrête le combat. Ouais, parce que... Il n'y a pas de compte de 8 non plus. Il y a un compte de 8 si le gars met son genou par terre. Donc, je pense que c'est ça. Miragliotta attendait de voir si Mir allait mettre son genou par terre. Il n'y a pas de compte de 8 debout. Mais tu sais, Frank Mir, il était plus là pour mettre son genou à terre, tout ce qu'il pense. Il était en mode survie, puis mon Dieu. En tout cas, je sais pas, moi je l'ai pas regardé, j'ai juste vu des commentaires passer. Il y a du monde qui c'était comme mi-figue, mi-raisin, là, en blanc dire, comme. Je regarde les ça. Les deux animateurs, là, c'était Fat Joe, puis c'était qui l'autre, en tout cas?
Les deux avec des Roman Coke, puis là, c'est les Ah ouais, comme Thriller, là, c'est un peu ça. C'était de toute beauté. Puis le running gag, c'est un peu comme tu as dit, là, combien de personnes ont acheté ça pour les combats. Puis il y avait quand même 20 000 personnes dans l'aréna. Combien de personnes étaient là pour les fights, puis combien de personnes étaient là pour Metallica après. Là, exactement. Moi, j'ai des amis qui l'ont acheté, ce show-là, mais d'autres, on l'a acheté pour Metallica. Puis surprenamment, on a quand même été entertain des combats, de comment c'est arrivé. Puis je pense pas que ça va durer longtemps, même si Rampage a dit que l'UFC devrait regarder ça, sont dans le trouble. Je pense pas. Il reste encore une fois qu'ils ne se gênent pas pour montrer les bourses qu'ils donnent à leurs combattants. Combien de temps ça va durer comme ça pour donner 300 000 $ à Mike Perry? Je sais pas si ce gars-là vaut ça. Je sais pas si ce gars-là, l'investissement qu'on met ce gars-là en vaut. L'investissement qu'on a mis sur Frank Mir, ça a duré 45 secondes. Là, on lui a donné quasiment 1 million. L'investissement est-tu bon pour avoir un étude de retour? Pourquoi? OK, puis on va finir là-dessus. Pourquoi, si tu es prêt à donner 1 million à Frank Mir puis 300 000 $ à Mike Perry, tu as de l'argent, là. Pourquoi tu n'essaies pas d'aller chercher un Colby Covington, un gars qui a de la gueule? Tu sais, je dirais peut-être pas jusqu'à Conor McGregor, là, mais tu sais, même, je sais pas. Max Holloway, il est pas mal avec l'UFC, Max Holloway. Mais si t'arrives et tu lui dis t'es un excellent boxeur, dans ce type de combat-là, tu pourrais connaître du succès, puis on te donne 1 million. Max Holloway ferait quoi? Ça va peut-être arriver. C'est leur premier show. Là, ça va peut-être arriver. Pourquoi ils s'entêtent à aller chercher des gars finis puis des gars que plus personne veut voir combattre? Moi, c'est ça. Mais si tu as 1 million à donner à quelqu'un, donne-le pas à Frank Mir. Je sais, mais c'était leur premier show aussi. Je veux dire, c'était leur premier show. Là, ils ont créé un engouement. On en a parlé. Des poids lourds. Anyway, même si c'est Frank Mir ou n'importe qui, le monde ils aiment ça regarder les poids lourds. Mais là, ils ont créé un engouement. Ils ont vu combien que les gars gagnaient, les autres combattants. Fait que là, ils vont aller à la pêche. Moi, je suis sûr que là, ils vont aller à la pêche. Je ne sais pas encore c'est qui est en dessous de ça, mais ils ont de l'argent. Fait qu'ils vont aller à la pêche, ils vont à gauche, à droite, puis ils vont peut-être en pogner 2-3 là-dedans. C'est sûr que les combattants qui sont au UFC sont sous contrat, puis ils peuvent pas aller ça, il y a une question non plus. Non, il y a une question vraiment de contrat. Une question contractuelle, là. Mais écoute, je suis sûr qu'ils vont aller à la pêche, moi, je suis sûr de ça. En tout cas, à suivre. Triade, c'est ça. Je connaissais pas ça. Je pense que c'était jeudi. Je pense que c'est eux autres qui m'appellent. Ah, c'est ça. Non, mais tu sais, c'était drôle, parce que je pense que c'était jeudi ou vendredi, puis moi, j'avais aucune idée c'était quoi. J'avais jamais entendu parler de ça. Là, je regarde Twitter, puis là, je pense que c'est Olivier Aubin-Mercier qui parlait de ça, puis il disait quelque chose du genre, tu sais, je trouve ça niaiseux, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de regarder. Ouais. C'est comme spécial. Tu sais, je voudrais pas le regarder, mais on dirait que c'est plus fort que moi. Ben, bref. Fait que ça avait piqué ma curiosité. Je suis allé revoir après c'était quoi. Mais bref, c'est ça. Si ça vous intéresse, vous saurez où les trouver puis aller faire vos recherches par rapport à ça. Pat, merci énormément. C'est tout le temps qu'on avait. On s'en reparle samedi, mon cher, pour l'UFC. Oui, monsieur. Excellent. Merci d'avoir été là, tout le monde. Vous savez où nous trouver. Dans la cage, abonnez-vous. N'ayez pas peur, c'est gratuit. Ciao, tout le monde.